Ça, c'est le cinéma. Ça, c'est le cinéma. Et il n'y a que le cinéma. Alors, tout ce que je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a que le cinéma. Alors là, tu as une histoire. Je dirais même, tu as de l'histoire. Aujourd'hui, Victor. Elle parle d'Elephant Man de David Lynch. Yes. Mais écoute, on t'écoute. Est-ce qu'on y va ? Alors, parce que bon, ça y est, on est dans la dernière ligne droite avant la réouverture des salles. Donc ça déjà, c'est quand même merveilleux. Et en termes de sortie, à partir du 22 juin en général et du 24 juin pour les cinéastes, on retrouve un programme finalement assez similaire à ce qu'on avait laissé au moment de la fermeture mi-mars. On a entre autres le retour de La Communion de Yann Comassa, que je vous conseillais à 100% dans ma dernière chronique avant le confinement. Je vous encourage toujours à aller le voir. C'est un des meilleurs films de 2020 pour le moment, donc surtout ne pas se priver. Mais là, je voudrais vous parler plutôt d'une ressortie en salle, celle d'Elephant Man de David Lynch, restaurée donc dans une copie 4K par le distributeur Carlotta pour les 40 ans du film. C'est le deuxième film de David Lynch qui, donc après un premier film assez expérimental, Eraserhead, donc s'est orienté vers un registre beaucoup plus classique. Et voilà, Elephant Man en 1980, c'est son premier grand succès et son talent éclate aux yeux de la critique comme du public, avec nomination aux Oscars et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est resté en mémoire, c'est peut-être même le film le plus culte de David Lynch, et ma foi, il mérite quand même pas mal cette postérité, hein, c'est ce qu'on verra. Mais alors de quoi ça parle, Elephant Man ? C'est une histoire adaptée de faits réels qui se passe à Londres à l'ère victorienne. C'est un homme, John Merrick, interprété par John Hurt, qui souffre de graves difformités et qui sert donc de bête de foire dans un freak show. Il est recueilli par un chirurgien qui est joué par Anthony Hopkins, d'abord en tant que sujet d'études médicales, puis donc ce médecin va finalement jeter un regard tout à fait différent sur cet homme, constatant toute son intelligence et toute son humanité. Donc va l'aider à s'intégrer à la société. Bon, voilà, si Elephant Man est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre, c'est pour des qualités évidentes. D'abord, la beauté, l'ampleur de la mise en scène de David Lynch, qui viennent capter les décors, qui viennent capter l'époque. C'est pour la magnifique photographie noir et blanc de Freddie Francis aussi. C'est pour le brio des acteurs, Anthony Hopkins et John Hurt en tête, qui sont tous les deux alors bouleversants de justesse. Je pourrais continuer longtemps, mais donc Elephant Man, c'est un film extraordinaire, surtout pour le regard qu'il pose sur son histoire, qui n'est semblable à aucun autre. Et David Lynch, on le connaît certes pour des films parfois presque surréalistes, toujours à la frontière de l'onirisme, mais là justement, c'est pas la question. Alors bien sûr, ce décor victorien et toute l'ambiance qui est installée vont distiller cette inquiétante étrangeté qui n'est pas sans rappeler le reste de son travail, c'est certain, mais c'est un des Lynch les plus réalistes, j'ai envie de dire presque un des Lynch les plus terre à terre, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il nous montre l'humanité sous le prisme de questionnements moraux très simples, très concrets, mais immensément importants et universels. Et le génie du film réside justement dans cette sincérité. C'est une œuvre qui transpire l'honnêteté, qui transpire la foi en ce qu'il raconte, et alors que l'acceptation de la différence est un sujet qui peut souvent mener à un traitement superficiel, qui peut souvent faire tomber dans la moraline, eh bien non, Elephant Man c'est un film humaniste, un vrai, et qui par sa justesse de ton arrive à tout faire sonner comme une évidence, sans concession. On aurait pu d'ailleurs penser qu'une telle histoire ne pouvait être exécutée que par un regard misanthrope ou misérabiliste, mais c'était sans compter sur l'optimisme absolu et légendaire de son auteur, Lynch, qui, non content d'abolir le manichéisme au sein de son film, décide de se centrer sur ce qui fait de l'homme un être essentiellement bon. C'est évidemment un film qui montre l'altruisme et l'acceptation, mais aussi qui montre l'homme défier les préjugés et les tyrannies de son époque. C'est un film qui montre l'homme apprendre et corriger ses erreurs en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectif, en tant que tissu social. Et malgré ça, le film est le contraire de niais ou naïf, parce que comme je le disais, la sincérité et la sobriété sont les maîtres mots. Et voilà, il arrive à asséner un véritable torrent d'émotions en étant par ailleurs très sérieux dans sa forme aussi, parce qu'il cristallise certains des plus grands enjeux de l'humanité. Et justement, ça l'empêche pas de conserver une noirceur extrêmement profonde. Déjà, il se complaît jamais dans sa propre morale, et vient souvent nuancer, voire même révolutionner ce que l'on tolère de voir arriver au personnage. Faut pas oublier que c'est une œuvre qui immerge son spectateur en premier lieu dans les yeux de celui qui rejette, de celui qui est répugné. Et c'est un film qui convoque toujours le regard des personnages, mais surtout celui du spectateur, dont on exige qu'il ait un rôle actif en le mettant face à des responsabilités. Le regard, c'est en fait le vecteur principal d'exclusion ou de communion, et il y a même un positionnement
là-dedans sur ce que ça implique de regarder un film. Et même pourquoi pas sur ce que ça implique de regarder les films un peu bizarres, un peu difformes, eux aussi, de notre cher David Lynch. Et la noirceur, elle arrive aussi via un autre thème très cher au réalisateur, c'est l'homme prisonnier de sa condition. Ce personnage d'Elephant Man qui devient l'épicentre de notre attachement au film, il ne peut pas guérir physiquement de sa maladie. Donc même avec tout l'espoir et l'optimisme du monde, on reste avant tout face à une immense tragédie. Et ce film a beau être un chef-d'œuvre, c'est même pas le plus brillant de Lynch à mon sens, parce qu'il a su par la suite pousser, questionner le cinéma encore plus loin dans sa carrière. Par contre, il démontre ici qu'au bout de 2 films, c'est un auteur complet, brillant, polyvalent. Il pose les bases de la teneur philosophique de la suite de sa carrière. Et puis, son film est parfait. Voilà, il fait plus trop de doutes sur ce que je pense d'Elephant Man, je crois, mais c'est un monument, c'est un immense chef-d'œuvre. Et rater sa sortie, ce serait doublement un crime, parce que c'est aussi une expérience à vivre dans les meilleures conditions possibles. Et donc, en salle pour sa ressortie. Déjà pour apprécier la beauté de l'image dans une qualité inédite, mais aussi il faut y penser parce que Lynch c'est un cinéaste du son. Et il est, dans ses premiers films, un pionnier du design sonore. Et l'univers d'Elephant Man, qui est celui de la révolution industrielle, il se construit aussi par le son des machines, et l'ambiance, elle va s'installer par le bruit du vent. Et toute cette partition, elle est orchestrée par l'architecte sonore Alan Splett, qui a souvent travaillé avec Lynch. Et tous les deux, ils ont été très forts sur toute leur carrière. Et donc le film aujourd'hui reste une référence sur ce plan, et bien sûr c'est toujours bien mieux à savourer en salle, et ça tombe bien car Elephant Man de David Lynch, c'est au programme des cinéastes dès la réouverture le 24 juin, et je peux vous dire que c'est un choix de film à la hauteur d'un si bel événement. Yes, merci beaucoup Victor, et tu viens de le dire, les cinéastes qui rouvrent mercredi, je pense que t'as hâte. Ouais. Il va attendre à l'entrée. Ouais, bah non, dès mais dès lundi, il est devant, dans la salle, tout seul. Il plante la tente, mais trop cool que ça réouvre. T'as un peu les modules, alors là, le mot. Protocole. Voilà, le le protocole. Waouh, il était compliqué à sortir celui-là. Fou. Fin de journée, fin de semaine, c'est pour ça. Alors j'y travaille pas, donc je m'y suis pas attardé dans les détails. Je sais juste que il y aura une jauge de 50% d'occupation de la salle qui devra être respectée pour qu'on puisse bien assurer un siège entre chaque spectateur. Enfin, les groupes pourront rester les uns à côté des autres, mais la salle sera jamais remplie à plus de 50%. Voilà, on n'aura pas à s'asseoir à moins d'un mètre. Et est-ce que pour les rangées aussi, il y en aura une vide, une remplie, une vide, une remplie, ou je ne sais pas. Surprise mercredi. Faut aller au cinéaste du coup. Voilà. Pour voir ça. Tester. Et donc, une note au protocole sanitaire du gouvernement à la sortie. Et les autres cinémas, par contre, rouvrent lundi, c'est ça ? Alors, ça dépend. Pas tous. Les multiplex, les Pathé, les UGC, les MK2, je crois qu'ils rouvrent tous le lundi. Après, pour les salles à arrêt essai, bon, vous voyez, les cinéastes, ils rouvrent le 24. Il y a des cinémas à arrêt essai en France qui rouvrent qu'en juillet ou en août. Voilà, c'est leur choix. Parce qu'aussi, il faut savoir que l'été, c'est la période creuse. Donc, c'est un choix qu'ils ont tous dû faire, de pas forcément tous rouvrir au même moment. Voilà. D'accord, et ils vont faire comment du coup les gros cinémas, parce qu'il n'y a pas énormément de films qui sont programmés à la sortie là. Ouais. Ça va. Ça va ? Ça va. De toute façon, l'été c'est jamais une période, période faste en termes de sortie. Mais a priori, je pense que une forme de normalité sera rétablie. Si on n'a pas de problème dans les conditions sanitaires, c'est toujours le même schéma. Il y aura un semblant de normalité sur l'agenda des sorties dès septembre, et là on aura tous les films. Alors les films qui auraient dû être présents à Cannes et qui donc ont seulement le label, les films qui vont être au Festival de Venise, voilà. Donc tous les films, tous les gros films, je pense, vont sortir à partir de septembre, sauf peut-être des exceptions. Là il y a Christopher Nolan qui veut absolument sortir son film en juillet et pas après, parce que aussi il a un petit peu envie de mettre sa pierre à l'édifice, de dire bon, peut-être qu'avec un gros blockbuster comme ça peut relancer la salle de cinéma et éviter qu'il y ait trop de fermetures, notamment aux États-Unis où la situation est quand même un peu compliquée pour certaines salles. Et puis c'est toujours la galère en plus, là-bas aux États-Unis, ça ne fait que croître finalement. Oui, voilà, ils ont besoin je crois de 80% des salles mondiales ouvertes pour sortir le film. Donc a priori il est toujours pas retiré. Plus ça va, plus on se dit que c'est peut-être possible.
mais bon, c'est toujours pas certain. Il sort le 31 juillet, il est daté au 31 juillet, c'est Tenet, le film de Christopher Nolan. Donc forcément, en plus, quand tu as un réalisateur, un mastodonte comme Christopher Nolan sort son film, il faut quand même que voilà, c'est le concept d'un blockbuster, il faut que tout le monde, enfin, faut que les conditions soient réunies pour qu'un maximum de personnes aillent le voir. C'est pas forcément un film sur lequel on peut prendre des risques, parce qu'il y a quelques films qui vont sortir fin juin, début juillet, qui sont des prises de risque. Je vois le film de François Ozon, qui est le premier film du label Cannes 2020 à sortir dans nos salles. Il était daté au 30 septembre. Finalement, ils se sont dit, bah tiens, puisque les salles rouvrent un peu plus tôt qu'on pensait, et ben on va le mettre au 15 juillet. En plus, c'est un film qui s'appelle Été 85. C'est un film estival. C'est une période cohérente pour le sortir. Et puis, on sera tous très contents d'aller le voir parce que François Ozon est très très fort et son film a l'air excellent. Donc, peut-être le sujet d'une chronique très future. Ah oui, avec plaisir. Oh bah écoute, merci beaucoup Victor de toutes ces précisions finalement. Super. Et puis nous, on va continuer en musique. Juste avant de se quitter, on va se